Je suis François-Xavier Goudemont, je suis l'auteur de Branding Rockstar, la marque est une rockstar et inversement. Aujourd'hui, je passe sur la chaîne du disrupteur avec Franck Maes. Vous êtes sur la chaîne du disrupteur. Attachez vos ceintures. Bon, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va interviewer François-Xavier Goudemont, qui est auteur du livre Branding Rockstar. Alors, je vous recommande ce livre. Vous savez qu'avant, je lisais peu de livres, mais maintenant, j'en lis beaucoup. Donc, je suis désolé, François-Xavier, j'ai pris beaucoup de notes sur ton livre. Donc, je l'ai un peu corné, je l'ai un peu gribouillé. Mais c'est un excellent livre. Je vous invite vraiment à le lire. Je vous mettrai le lien dans la description. Pour moi, il fait partie vraiment de mon top 3. Alors, je n'étais pas vraiment un gros fan de rock. Je connais le rock, j'aime bien le rock, mais je ne suis pas un gros fan. Mais j'ai appris énormément de choses. Donc, le lien du livre sera dans la description de cette vidéo. Et on va faire même encore mieux pour toutes les personnes, enfin surtout pour la personne qui commentera au mieux cette vidéo, qui la résumera au mieux juste en dessous de cette vidéo. Vous avez une zone commentaire. Et ben, je lui offrirai ce bouquin. Et pas n'importe quel bouquin, je lui offrirai le bouquin, mon bouquin, avec mes notes dessus. Bah oui, ça vaut son pesant de cacahuètes, mine de rien, d'avoir les notes de Tonton Francky à l'intérieur du livre. Bon, on va commencer tout de suite. Bonjour François-Xavier. Salut. Comment tu vas? Bien. Super. Et ben on va rentrer dans le vif du sujet, je te propose. Comment tu caractérises une marque? La marque, comment on peut la caractériser? Ce qu'on peut dire, c'est que la marque, en définitive, c'est un objet de fantasme. Véritablement un objet de fantasme, parce que c'est un ensemble d'attributs, et l'ensemble de ces attributs vont finalement être ceux qui vont réveiller le désir. Donc désir, fantasme, c'est réveiller le désir du consommateur. Au-delà de ça, la marque en tant que telle, sur un principe peut-être un peu plus statutaire, universitaire, il faut quand même juste se dire que c'est un symbole, c'est ce qu'on appelle un signe qui permet en définitive pour une entreprise de se distinguer face à ses concurrents au travers de ses produits, de ses services. À l'intérieur de la marque, on va retrouver un certain nombre de caractéristiques. Ces caractéristiques vont être notamment ceux de traits de personnalité, par exemple. La logique de marque va forcément avoir cette logique aussi de vocation, de raison d'être, de sens, forcément. Et dans la symbolique de la marque, ce qui va véritablement la caractériser, c'est globalement ce que l'on va faire en amont et en aval de la marque. Donc en amont, c'est bien entendu la présence d'un logo, la caractéristique du logo qui va donner finalement une singularité forte. C'est la couleur choisie, qui a véritablement son importance en tant que telle parce qu'elle donne un sens. Ça peut être la baseline, donc l'accroche, qui va venir soutenir en définitive la promesse de ce que la marque en définitive propose. Et puis ça peut être d'autres agrégats, d'autres attributs. Ça peut être le branding sonore, l'empreinte. Tu me l'as fait découvrir. L'empreinte sonore, l'empreinte sonore qui va réveiller un sens important chez le consommateur, le client, les publics en général. Direct Assurance. J'aime pas trop dire les cibles, même si en marketing on utilise souvent le terme de cible. J'aime plutôt parler de public en tant que tel. C'est d'ailleurs ce pourquoi je fais le parallèle aussi dans le livre entre justement les grandes marques et les groupes, les grands groupes de rock. On parle de public, on s'adresse avant tout à un public. Et après, effectivement, la logique de cible, c'est plus se positionne plus sur des critères de segmentation, de segment de marché, par exemple. Le dernier point sur ce qui caractérise la marque, ça va être le branding, et c'est pour ça aussi que mon livre s'appelle Branding Rockstar. Le branding qui est souvent une image un peu réduite autour de l'image de marque. Sauf que le branding, c'est surtout, en définitive, le lien que la marque va entretenir avec le consommateur, sous toutes ses formes, sur toutes ses formes. Et ce qui va caractériser la marque, c'est surtout la marque qui va avoir un concept de marque en tant que tel, et qui va savoir le proposer à l'ensemble de ses clients, consommateurs, distributeurs, investisseurs. Voilà. Tout aujourd'hui, tout est marque. C'est ce que je pouvais aussi dire dans un précédent bouquin. À partir du moment où finalement on arrive avec une forme de singularité.
Sur cette chaîne YouTube, je décortique les personnes, les entreprises, les mouvements qui ont su créer une image de marque forte et identifiable au premier coup d'œil grâce à un marketing disruptif, innovant et créatif. Dans un monde marketing où la communication se clone à l'infini, il faut tirer son épingle du jeu pour attirer l'attention des clients. Plus les clones se copient, plus ils en perdent leur identité. On ne devient pas une référence sur son marché en copiant les autres acteurs. Aujourd'hui, dans un monde qui est hyper saturé par une omniprésence constante, comment tirer son épingle du jeu pour ne pas se battre pour avoir des clients? Avec les diverses analyses présentes sur cette chaîne, je fournis beaucoup d'informations pour vous aider à vous différencier. Pour ceux qui veulent aller plus loin avec un contenu plus poussé et plus technique, j'ai créé un cours en ligne spécifique qui détaille les points suivants. Comment devenir un leader innovant pour que vos produits et votre entreprise deviennent irrésistibles aux yeux de vos clients grâce à une image de marque forte et unique. Les 4 phases qui ont révolutionné la manière de faire du business, vous allez être des précurseurs sur la dernière. Comment éviter le brouillard de compréhension et être tout de suite identifié par vos clients en utilisant la stratégie des entonnoirs de vente. Pourquoi le système classique nous contraint à ne pas nous différencier et à penser comme les autres. Pour accéder tout de suite à l'intégralité de ce cours offert, cliquez sur le premier lien en description sous cette vidéo, entrez votre email puis répondez à un court sondage. Le lien est juste en dessous de cette vidéo. À vous de jouer pour devenir unique sur votre marché. Alors je sors un peu des questions, hein, mais moi c'est mon habitude, tu m'excuseras. Oui. Mais pourquoi tu t'es intéressé autant au rock? Pourquoi tu as fait un livre qui parle beaucoup? Alors j'ai appris beaucoup de choses, puis d'ailleurs je t'avouerai que des fois tu emploies des références qui m'étaient complètement étrangères sur certains groupes de rock. Et je faisais pause comme ça sur mon livre et j'allais chercher sur YouTube pour voir ce que c'était parce que je trouvais ça intéressant. Donc pourquoi tu t'es autant intéressé aux marques des groupes de rock? Parce que la headline du livre, c'est « La marque est une rockstar » et inversement. Point d'interrogation. Point d'interrogation, exact. Qui a une importance. Pourquoi? En fait, je me suis... dans mes fonctions des directions marketing durant des années, j'ai créé une vingtaine de marques. Bon, voilà. Et il s'avère que ma grande passion, c'est la musique rock, depuis toujours. Mais la musique rock des années 50 à la musique d'aujourd'hui. Et finalement, j'ai voulu ramener, au travers aussi d'un certain nombre de concepts, puisque c'est, comme certains peuvent le dire, c'est un livre de marketing qui parle de rock ou un livre de rock qui parle de marketing. Bon, chacun le voit comme il le souhaite. Maintenant, l'idée, c'est surtout d'essayer de démontrer qu'il y a beaucoup de corollaires et de parallèles, de croisements aussi. Il y a un certain nombre de contours, finalement, autour des groupes de rock qui deviennent eux-mêmes, et insidieusement pour certains, ou volontairement pour d'autres, des marques, parce qu'elles utilisent les recettes des grandes marques. Et d'autre part, les plus grandes marques ont depuis, parce que ça a fait l'objet aussi de beaucoup de recherches pour moi, ont injecté énormément de rock depuis les années 60, l'esprit rock, le spirit, hein, l'état d'esprit aussi, on aurait pu le mettre aussi tout à l'heure dans les caractéristiques de la marque, l'état d'esprit de la marque, ce fameux spirit qui est à l'intérieur des marques. Et c'est un choix aussi, je le raconte dans le livre, bien entendu je laisserai découvrir les uns et les autres, mais l'idée du rock, c'est finalement ce que recherche en point ultime la marque ou les plus grandes marques. Et le point ultime, c'est de savoir traverser le temps. Et le rock est intemporel. Que l'on aime ou pas le rock, depuis les années 50, tout le monde écoute du rock. Voilà, peu importe. Le rock aujourd'hui, c'est la musique la plus utilisée en publicité depuis 35 ans. On a injecté énormément justement de ce contraste black intemporel à l'intérieur des publicités aussi et au travers des marques. Ça vient du rock. Le luxe, aujourd'hui, utilise énormément justement cet état d'esprit rock, premium. Voilà, il y a toute une signification. Et c'est ce qui m'a intéressé. C'est-à-dire que ce qui m'a intéressé aussi, c'est de partager, de faire découvrir finalement une autre facette et de prendre un angle assez différent, en espérant que les uns comprendront l'angle. Mais justement, ce qui m'intéresse, c'est que tu n'es pas un spécialiste du rock et tu as apprécié. C'est un peu justement l'objectif au bout de la chaîne. L'idée, c'est aussi de démontrer que, en définitive, alors je disais insidieusement ou volontairement, puisqu'on s'aperçoit qu'il y a énormément de groupes de rock qui fonctionnent comme des marques, mais qui sont arrivés insidieusement à devenir des marques, au regard de leur popularité, au regard aussi des techniques marketing qui sont employées, soit par les groupes, soit par les maisons et les majors qui sont derrière.
Et puis, l'autre aspect qui est relativement puissant aussi au travers de tout ce prisme, c'est qu'on s'aperçoit que les techniques marketing, finalement, sont complètement parallèles. Je prends un exemple. Aujourd'hui, H&M, qui est une grande marque, qui est présente sur les réseaux sociaux, qui a globalement 36 millions de followers, par exemple, sur Facebook. Metallica a 36 millions de followers sur Facebook. Ça m'a intéressé de me dire, tiens, est-ce qu'il y a effectivement un regard qui peut se paralléliser? Et effectivement, il y a un regard qui est complètement parallèle, puisque les techniques aujourd'hui de targeting, de sponsoring, de façon de s'adresser aux différents publics sont strictement les mêmes. Bien sûr, avec des objectifs complètement différents. La façon dont les groupes communiquent aujourd'hui, par exemple, sur des médias type Instagram, sont typiquement employés par des marques. Et inversement, les marques inspirent forcément les logiques de communication et d'adressage auprès des publics. Au-delà de ça, ce qui m'a intéressé, c'était aussi de se dire, dans le fond, on peut regarder un petit peu autrement la musique rock, voir la musique, alors rock, attention, il y a plusieurs types de rock, c'est ce que j'explique aussi, c'est-à-dire que globalement, le rock, c'est une segmentation de marché. On s'aperçoit qu'il y a un rock pop, un rock progressif, un rock indie, un rock trash, un rock metal, un rockabilly, etc. Tout ça, ça correspond à des segments de marché. On s'adresse à des cibles, exactement comme une marque, comme une grande marque. Et à partir de ce moment-là, on injecte sa singularité, un son nouveau, on innove. Il y a beaucoup d'innovation dans le rock. J'en parle, je fais le parallèle dans le bouquin entre Jimi Hendrix et Tesla. On dit effectivement, qu'est-ce qui peut les rapprocher? L'électrique, peut-être, peut-être. Pas que. Mais pas que, pas que. En fait, on parle de disruption, concrètement. Qu'est-ce qui les rapproche? C'est cette fameuse disruption. Jimi Hendrix est arrivé avec ses guitares fuses, et il a complètement disrupté. Alors, il a chamboulé, en définitive, dans un autre terme. Il a chamboulé un peu le rock. Il est arrivé justement à faire vriller l'esprit du rock début des années 70, enfin il a commencé dans les années 60, justement en imprimant quelque chose. Et il s'est révélé en l'espace simplement de 4 albums. Il a 4 albums officiellement, Jimi Hendrix, on pense qu'il en a 20, mais ce qui est assez peu en fait. En général, un peu à la façon de Tesla. C'est-à-dire qu'il est arrivé finalement en prenant une empreinte forte qui existait déjà dans la musique rock, mais il a apporté quelque chose d'innovant à l'intérieur. Pourquoi une grande marque doit insuffler une tendance plutôt que de la subir? Le propre de la marque aujourd'hui, ou en tous les cas d'une grande marque, c'est pas quelque chose de nouveau. Toutes les grandes marques françaises, européennes, américaines, chinoises, il faut quand même juste aussi rappeler que la Chine est le plus gros dépositaire de marques dans le monde. Par an, les Chinois déposent près de 3,6 millions de marques. Ouais. Ils sont nombreux aussi. Oui, 3,6 millions de marques, faut quand même. J'aime bien donner ce chiffre parce qu'il faut quand même juste imaginer qu'en nombre de marques actives en France, il y en a 2,9 millions. Donc ça positionne un peu le schéma. Là où les Chinois en déposent 3,6 par an. Donc, c'est énorme. Ça positionne la chose. Donc pour en revenir à ta question, l'idée c'est surtout de se dire que créer la tendance finalement devient un devoir pour la marque. Pour au moins 2 raisons. La première des raisons, c'est que une marque qui veut émerger doit forcément se différencier et surtout va devoir montrer au marché qu'elle apporte un plus. Sinon, globalement, elle va être noyée dans la masse, elle va être, entre guillemets, même demain, pourquoi pas challenger. On peut être challenger, on peut être un excellent challenger. Une marque peut vivre toute sa vie en tant que challenger. Mais le but et l'objectif final de toute marque, c'est quand même de devenir leader. Ça, c'est le premier aspect, globalement. Le deuxième aspect, c'est la logique de délimitation du territoire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on veut créer et qu'on veut se faire respecter et émerger pour une marque, il faut absolument créer son propre territoire. Et donc, de ce fait, il faut créer une tendance. Et on l'a vu, toutes les plus grandes marques, c'est un peu comme dans le rock, toutes les plus grandes marques des années 50 à aujourd'hui ont systématiquement
créer une tendance. Alors, créer une tendance, ça peut être quelque chose de relativement moindre, hein. Ça peut être une petite innovation sur les caractéristiques d'un produit ou d'un service. Mais c'est effectivement apporter un plus, apporter une valeur ajoutée forte qui va faire que derrière, elle va surtout se distinguer. Et ça, c'est la finalité, pour répondre à ta question, du pourquoi. C'est-à-dire que derrière, on peut subir, mais la logique et la respectabilité finalement sur un marché, on la trouve à partir du moment où on crée la tendance et on ne la suit plus. On crée la tendance et on ne la suit plus. C'est une bonne punchline. Pourquoi se démarquer est si important et surtout pourquoi marquer les esprits l'est encore plus, même si tu y as un petit peu répondu précédemment. Bah, je viens d'y répondre, mais en même temps, je peux aller un peu plus loin si tu veux. Je veux vraiment faire la différence, et c'est ce que j'essaye d'expliquer au travers de ce livre, c'est qu'il y a une vraie différence entre ce qu'on appelle une stratégie différenciée, la différenciation, que tous les marketeurs veulent avoir entre leurs mains pour se dire on sera forcément différent des autres, donc c'est vraiment la différenciation, et se démarquer. Donc se démarquer, c'est vraiment créer son territoire. Donc c'est pas la même chose, c'est-à-dire qu'on peut créer son territoire et puis avoir une logique peut-être assez similaire des autres, mais on crée son territoire. Donc on est identifié. Le but ultime, c'est effectivement d'être identifié systématiquement, avec des caractéristiques qui sont soit effectivement spécifiques à la marque qui est développée, ou qui peuvent être proches de la concurrence. Dans ton livre, Branding Rockstar, tu nous montres comment les grands groupes de rock, les rockstars, elles sont des marques. Alors déjà, moi, c'est vrai que bien que j'adore les marques et que je m'intéresse énormément au sujet, j'avais vraiment pas fait le parallèle, comme quoi des fois on peut avoir le truc sous le nez et on s'en rend pas compte. Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus sur le sujet avec l'exemple d'un groupe? Par exemple, alors, je vois ton t-shirt, mais je sais pas si tu vas nous parler de ce groupe-là, mais c'est un groupe très connu. Mais est-ce que tu peux vraiment nous donner un exemple probant sur un groupe de rock qui t'inspire? Alors, un groupe en particulier, ce serait... Oui, on peut prendre un groupe, mais ça reste peut-être quelque chose de relativement complexe. La réponse n'est quand même pas complètement dans la question. Ce que je veux dire par là, c'est que est-ce que les marques, effectivement, derrière, ont inspiré les groupes de rock, et inversement, est-ce que les groupes de rock sont devenus des marques? Mais c'est quand même le point d'interrogation. Insidieusement, malgré tout, la réponse est oui. On peut le dire, mais après, bien entendu, il faut lire le livre et essayer d'étayer dedans. Les grands groupes, finalement, alors, quand on parle des grands groupes, ce sont ceux qui ont démarré dans les années 60, dans les années 70, 80, AC/DC par exemple, hein, début 1970, énorme boom en 1973, etc. Et puis finalement, on s'aperçoit que leur dernier album est quand même l'album vinyle et CD le plus vendu en France en 2020, par exemple. Donc plus de 50 ans plus tard, c'est ça, 70 c'était? Oui, c'est ça, 50 ans. Globalement, on est à 50 ans. On le voit avec les Stones, hein, on le voit avec... Mais le rock n'est pas une musique du passé, c'est une musique qui est complètement intemporelle et on peut le voir également. Je te prends un exemple qui date d'il y a 3 mois. Tu prends un groupe français qui s'appelle Gojira, qui a littéralement explosé. Ça reste du métal, mais qui devient numéro 1 aux États-Unis, Billboard US, au mois de juin, lorsqu'ils sortent leur album. Voilà. Ça prouve que c'est une musique véritablement actuelle. Et au regard de ça, en fait, ce qui se propose autour des groupes de rock, c'est qu'il y a aujourd'hui, enfin la proposition qui est faite autour des groupes de rock, c'est qu'ils ne font plus uniquement de la musique en tant que telle. Et quand on regarde, même quand on remonte à Elvis Presley, il ne faisait pas que de la musique. Elvis Presley, c'est une marque en tant que telle, et on l'a vu encore plus après sa mort. Je l'explique dans le bouquin, mais même si on prend les chiffres de cette année, la marque Elvis Presley, en tant que telle, c'est 36 millions de dollars de bénéfices. Elvis est décédé au mois d'août 77. Ouais. Donc, ça positionne quand même les choses. Il y a près de 45 ans. Tu vois. Les logiques de marque, en définitive, autour des groupes,
sont relativement intéressantes parce qu'ils travaillent aujourd'hui leur musique, et n'en déplaise aux aficionados du rock qui pensent effectivement qu'il y a toujours ce côté puriste. Voilà. Bah, tu as les débats dans tout type Voilà. de musique, ça. Hein. Mais ce côté puriste, il faut quand même juste imaginer que même si on ne le fabrique pas, l'air de rien, derrière, il y a beaucoup de merchandising. Il y a énormément de merchandising différents. C'est-à-dire que le merchandising, aujourd'hui, c'est plus uniquement le t-shirt. Le merchandising, c'est la bouteille d'alcool, c'est la bière. On prend un groupe comme Iron Maiden, c'est un des plus gros vendeurs de bière. Ils ont leur propre distillerie. Ah ouais. On t'en parle dans le livre. J'en parle dans le livre. J'en parle dans le livre. Moi, tu sais que, excuse-moi, je t'interromps, mais Iron Maiden, j'ai connu plus tard, mais quand j'étais petit, je pensais que c'était une marque de t-shirt. Parce que je me souviens, il y avait des mecs dans mon collège qui avaient des t-shirts Iron Maiden. Et dans ma tête, je m'étais dit que c'était une marque de t-shirt. Et j'ai découvert bien plus tard que c'était un groupe de rock. Et oui. Et aujourd'hui, c'est une revendication sociale aussi. Mais ça, c'est valable aussi dans d'autres musiques. Mais c'est une réalité. Aujourd'hui, dans la rue, quelqu'un qui passe avec un t-shirt de Motorhead, quelle est la différence par rapport à quelqu'un qui passe avec un t-shirt de Chanel ? Ça va peut-être être le prix derrière, mais c'est surtout une représentation sociale, c'est-à-dire qu'il y a une forme d'affirmation aussi au regard de ça. Malgré tout, je montre aux autres ce que j'aime, ce que je porte, mon état d'esprit. Je reviens toujours à l'état d'esprit, à cette fameuse raison d'être, etc. Et ces marques, en définitive, ont toutes pris, ces groupes, pardon, ont toutes pris comme les marques des segments de marché. Voilà. Donc, ils se divisent un petit peu le segment de marché. On a les leaders hard rock, les Guns N' Roses, un peu comme les marques, ils ont eu un creux, ils sont revenus, ils sont au plus haut maintenant. Les places, à partir du moment où il y a un concert, les places sont vendues dans l'heure, etc., etc. Donc, on se retrouve effectivement à avoir aussi une chose qui est forte et qui est, je dirais, ce qui va rapprocher les grands groupes de rock aux marques, c'est l'imagerie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme les marques, tous les grands groupes ont un symbole, et un symbole reconnaissable, qui n'est plus uniquement le nom, qui n'est plus uniquement la musique, qui va être le logotype. On connaît tous le M comme ça de Metallica, je parlais de Guns N' Roses, on peut parler de Linkin Park par exemple. Linkin Park d'ailleurs, si on fait une toute petite parenthèse, c'est un groupe qui est vraiment pensé comme une marque. À l'époque, Linkin Park, pour la petite anecdote, création du groupe 1999, Linkin Park choisit son nom en fonction du nom de domaine disponible en .com sur Internet. Oui. Il y a une vraie logique de marque. Je ne choisis pas le nom par hasard. Et derrière, qui va faire évoluer, au même titre qu'une grande marque, son symbole, en enlevant une petite barre lorsque Chester Bennington, qui est décédé, qui était le chanteur qui est décédé maintenant il y a 4 ans, est mort. Ils ont enlevé une barre symbolique et le symbole, le logotype du groupe a encore évolué justement au regard de ça. Donc il y a aussi un esprit storytelling aussi. C'est-à-dire que le logo que tu portes de ce groupe-là, tu sais à quelle époque Exactement. est fait. Il est fait. Exactement, exactement, etc., etc. Un des plus grands avant-gardistes pour moi du positionnement, et qu'on s'en défende, marketing, c'est David Bowie. David Bowie, c'est un précurseur, un innovateur. Il a su insuffler des tendances, un état d'esprit. Il a su rebondir en fonction des générations, des époques. Il a toujours su s'adapter. C'est aussi le propre de ça. Et au regard de ça, mais je pense qu'on en parlera peut-être après, il y a une chose qui est indéflectible aussi au regard des grandes marques et des grands groupes de rock, c'est l'authenticité. Qu'est-ce qui va faire aussi la force? C'est justement cet esprit authentique derrière qui va séduire les cibles. Et donc, on n'est jamais déçu. On va voir ACDC, on sait quel produit ACDC on va voir sur scène. On vient pour des raisons très précises. Au même titre, lorsque je rentre dans une boutique et je recherche un produit d'une certaine marque, je viens pour des caractéristiques et pour une promesse globale qui est déjà très identifiée dans mon esprit potentiel, si je connais la marque. Okay. David Bowie aussi, il a
Ça a été un des premiers, je pense, à créer un personnage de marque. Parce qu'il s'était créé une sorte de personnage. Alors, je me souviens plus. Il se Stardust. maquillait. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Stardust. Ouais. Oui, complètement. Et même, tu vois, David Bowie, au même titre que l'innovation, la disruption, telle qu'on peut en parler, il faut quand même juste imaginer que David Bowie est un précurseur absolu. C'est le premier dans le monde à avoir mis en 1996 des titres à disposition sur Internet. Visionnaire. Aujourd'hui, c'est naturel pour tout le monde. Et ça, c'était même avant les Napster, etc. Enfin, le peer-to-peer qui était interdit. Voilà, les Stones, sont les premiers, 1992, à avoir fait un live stream dans le monde. Aujourd'hui, on parle de live streaming. Pendant le confinement, on en a beaucoup parlé. Les grandes marques s'y sont mises. Non, 1992, 24 minutes de live stream. Sont les Stones. Et je ne parle même pas du Mondovision d'Elvis avec le concert d'Aloha dans les années 70. Mais voilà, il y a un rayonnement, il y a toujours une logique aussi de toucher de plus en plus le public et pour le coup même d'élargir les cibles, même si je passe ce terme. Ok, bon, je vais prendre ma note parce que cette question-là est assez longue et en plus je cite un passage de ton livre. Donc je cite de ton livre, « Non loin de l'innovation, le positionnement ramène à la disruption ». On parle aussi de l'innovation, de rupture des modèles économiques. La disruption correspond à l'idée de bousculer la convention. Ce terme évoque un mélange de rupture, de chamboulement et de révolution souvent brutale et rapide. Pour les marques, l'utilisation de la disruption remet en question les réglementations et les parts de marché des marques historiquement installées. La technique de disruption vise à identifier les nouveaux marchés jusqu'à en créer. Bon, ça tombe bien, parce que c'est le sujet de ma chaîne YouTube, comme quoi on est raccord. Donc, est-ce que tu peux nous dire comment une marque peut s'y prendre pour disrupter son marché ? La disruption, elle intervient en fait à tous les niveaux, tous les étages de la fusée, si tu veux. Si on prend la marque comme une fusée, tous les étages. Disruption, c'est pas uniquement être... alors effectivement, la disruption, tu cites le bouquin, mais c'est clairement ça. C'est-à-dire que ce qu'il faut juste rappeler, c'est que la disruption, comme son nom l'indique, c'est la rupture, c'est un chamboulement et c'est souvent brutal. Mais la disruption ne veut pas dire qu'on est uniquement en opposition à. On peut être en disruption dans une logique d'amélioration d'un sujet et d'un système. Tu avais un de tes précédents interviewés, il y a quelques vidéos de ça, qui disait une chose qui était très intéressante, qui parlait par exemple de Dyson. La disruption de Dyson, elle repose non pas sur une opposition, mais sur une évolution. C'est de prendre Dyson comme modèle en se disant que l'aspirateur existe déjà depuis plusieurs décennies, sauf qu'on amène un modèle d'amélioration à l'intérieur avec le sans sac et une technologie spécifique derrière. Donc la disruption, elle est celle d'un modèle plutôt évolutif aujourd'hui. C'est ce que les marques doivent comprendre. Elles empruntent souvent ce modèle-là d'ailleurs pour avoir cette logique de se différencier, mais il faut aller au bout des choses. Ça, c'est la vraie problématique, c'est la première problématique de la disruption. C'est qu'il faut vraiment aller au bout des choses et au bout des intentions. C'est pour ça que d'ailleurs, dans la disruption, il y a un parallèle dans mon livre, justement, avec le rock. C'est-à-dire qu'il faut assumer jusqu'au bout son style et il faut aller vraiment pousser le sujet au plus profond des choses. La disruption, elle peut intervenir dans la communication, dans les caractéristiques produits, dans la façon de produire un produit. Et le conseil de la disruption, il n'y en a pas un seul, il y en a des centaines. C'est-à-dire que je pense qu'en tous les cas, il y a un révélateur dans la logique de disruption, c'est que le diable est toujours dans le détail et qu'il faut avoir le sens du détail sur tout ce qu'on fait, très clairement. C'est-à-dire que c'est le point de détail. C'est le point de détail qui va cliquer et qui va faire pivoter le modèle. Et là, on se dit, effectivement, il y a quelque chose d'intéressant, de nouveau. Et on appelle ça la disruption. Mais ça reste quand même une innovation et ça reste une évolution.
Moi, je ne fais pas partie des révolutionnaires, je fais partie des évolutionnaires. C'est-à-dire que je pense qu'il faut surtout aujourd'hui faire évoluer les modèles qui sont existants, mais on peut être disruptif aussi au regard de ça. Excellent. D'ailleurs, je vais compléter ce que tu disais avec, avec la citation "Le diable est dans les détails". Moi, je l'ai remixé, j'aime bien, si tu veux, enfin, pas m'attribuer, mais créer mes propres punchlines, parce que je trouve que c'est symptomatique aussi d'une marque, de ne pas reprendre les citations des autres, mais de créer ses propres citations. Et je l'ai remixé un peu celle-là, parce que maintenant, je dis souvent, c'est "Le diable est dans les détails, et les détails font le diable", en fait. Je pense que ça Et le complète. rock est désigné comme la musique du diable. Ouais, oui, ouais, ouais, c'est marrant parce que ça aussi, je l'ai découvert comme ça. C'est ma femme qui me l'a dit, parce que c'est une grande fan de Linkin Park, qui m'a dit, ouais, ça, en fait, c'est un peu les cornes du diable. C'est les cornes du diable Ouais. et que l'on doit à Ronnie James Dio, au passage. Ok. Je vais reciter ton livre, hein, tu m'excuseras, mais bon, comme je l'ai apprécié, je suis obligé de le citer. Je vais citer un autre passage du livre, donc page 46 pour être précis, je l'ai noté. Comme pour une marque, il ne suffit pas de se nommer vampire, parce que ça m'a fait sourire quand tu as écrit ça, de se nommer vampire ou de s'affubler d'un adjectif sinistre pour exister et légitimer son positionnement. En gros, c'est pas parce que tu es habillé en vampire que tu vas être un vampire. Donc, quelle est l'erreur de positionnement que tu évoques par rapport à ce que je viens de citer? Alors, je dénonce rien, et d'ailleurs, c'est marrant que tu aies noté ces exemples, parce que c'est un des seuls, enfin, entre guillemets, un exemple piquant du livre. C'est-à-dire que je me suis amusé, ça m'a touché et amusé, et quand je dis touché, c'est dans le mauvais sens du terme, dans le sens où je me suis dit, mais en fait, il faut aussi avoir une certaine forme de talent pour s'affubler d'eux. Et là, oui, je parle du terme vampire parce que même s'il a énormément de qualité et beaucoup de succès au cinéma, Johnny Depp a fait son groupe qui s'appelle Hollywood Vampire. Bon, alors il s'est associé quand même avec Alice Cooper, hein, qui est un peu connu dans le rock, Joe Perry, qui est le guitariste des Aerosmith. Mais en fait, ce qui ne colle pas, c'est la logique authentique. Et ça, c'est valable à la fois pour un groupe de rock, mais j'ai voulu illustrer ça au travers d'un groupe de rock. J'ai pas voulu citer en particulier une marque. Mon but n'est pas de pointer du doigt une marque, mais c'est vraiment d'expliquer que finalement, il faut aller au bout des choses que l'on va exposer. Il faut les assumer, et il faut surtout faire preuve d'authenticité. Dès lors qu'on ne fait pas preuve d'authenticité, clairement, le public va un jour ou l'autre, et voire même très rapidement, s'apercevoir du phénomène, hein, du stratagème. Bon, et ça fait à la fois beaucoup de déçus, et surtout, en fait, le risque, c'est de mettre en péril la marque et de ne plus véritablement exister. Donc oui, l'idée, c'est vraiment d'être en phase. C'est-à-dire que on se doit aujourd'hui, lorsqu'on mène une marque, ou même lorsqu'on crée une marque en tant que telle, c'est essayer de faire de la marque un ensemble qui va être un tout cohérent. Ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument avoir en tête en permanence. Voilà. La cohérence. La cohérence, le tout cohérent. Je peux avoir plein d'attributs différents, mais l'ensemble de ces attributs doivent être connectés ensemble pour donner un tout cohérent, compréhensible, lisible, voire audible, pour l'ensemble finalement des publics auprès desquels je m'adresse en tant que marque. Et reconnaissable. Reconnaissable. Ouais. À la fin. Et mémorisable. Et mémorisable. Dans ton livre, tu parles de l'uniformisation marketing. Alors, quand j'ai lu ça, j'ai dit j'ai un frère caché, puisque c'est quelque chose que je n'arrête pas de dire. On vit dans moi j'appelle ça le marketing de clone, si tu veux. C'est reproduire les stratégies que l'on voit chez la concurrence à laquelle on ne veut pas ressembler. Donc déjà, dans le principe, ça me paraît assez étrange. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est et pourquoi c'est néfaste pour les marques? Tu donnes quasiment la réponse, mais l'idée de l'uniformisation marketing, c'est le drame non avoué de beaucoup d'entreprises aujourd'hui et de beaucoup de directions marketing. Alors pourquoi? La faute à qui? Souvent aux dirigeants, au sommet des entreprises qui ne considèrent pas en définitive le marketing ou la communication en général, notamment aussi tout ce qui va être brand content ou branding en général, comme un levier très puissant qui va amener finalement l'entreprise ailleurs. Mais un ailleurs meilleur. Et on se retrouve à copier la concurrence. Pourquoi? Parce qu'on souhaite à tout prix, dans ces entreprises, dans beaucoup d'entreprises,
minimiser le risque. On minimise le risque, donc tout devient flat. Et c'est un flat tout. Flat design. Voilà, par exemple, il suffit de regarder les logos des constructeurs automobiles qui ont changé sur cette année, par exemple. Ils sont tous noirs et blancs. Ils sont tous épurés. Alors on nous dit le flat, c'est épuré. Non, c'est un manque de singularité profond. Certains sont plus audacieux, assument, vont effectivement mettre un peu plus de volume dans ce qu'ils représentent. Mais dans ces cas-là, effectivement, ils vont aussi dans une logique un peu plus risquée. Mais il n'y a pas de succès sans risque. Très clairement, aujourd'hui, ce qu'il y a dans l'uniformisation du marketing et ce qui devient pour moi un drame au sein de ces entreprises qui l'emploient, et elles sont très très nombreuses, c'est effectivement de ne pas assumer jusqu'au bout et de ne pas risquer. Parce que j'aime à dire quand même, et ça je l'ai entendu il y a très très longtemps, on n'est jamais à l'abri d'un succès. Donc le succès, il faut aller le chercher. Voilà. Et cette uniformisation, finalement, elle fait beaucoup de mal aussi, parce qu'elle lisse les choses. Elle ne propose plus finalement de diversité, et elle ne ramène pas non plus à la logique de créativité. Et donc elle amoindrit la créativité. Implicitement, voilà. Parce qu'il faut systématiquement se caler. Et je fais un retour arrière sur une des questions que tu me posais tout à l'heure. Pourquoi il vaut mieux créer la tendance que la suivre? Eh bien, pour ne pas tomber aussi dans la fameuse uniformisation marketing que les marques. Tu vois, il y a toujours un fil rouge. Ok, merci. Dernière question, et non des moindres. Accroche-toi. Pourquoi avoir une communication de marque est indispensable dans une stratégie marketing? Moi, je le vois à longueur de temps, les gens ne parlent que de marketing. Alors, c'est très important d'avoir une stratégie marketing, bien évidemment. Mais pourquoi aussi c'est avoir une communication de marque, c'est indispensable? Je vais le résumer en une phrase. Une marque qui ne communique pas, c'est une marque qui n'existe pas. Point. Point. Oui, on n'a pas beaucoup de discours à faire autour de ça. Une marque aujourd'hui qui peut avoir la plus belle offre du monde, si elle ne communique pas sur son offre, elle n'a pas de raison d'être. Elle n'a pas de vocation à exister, à s'exposer. Donc, par définition, la marque a pour devoir de communiquer, et après de bien communiquer, et de choisir ses canaux de communication. De ne pas verser uniquement dans une logique dite 360 degrés, où on veut tout faire. Non. Il faut aussi en plus employer les moyens qui sont finalement ceux qui vont être en affinité avec les utilisateurs ou les consommateurs, bien entendu. Et cette marque, forcément, demain sera peut-être plus en adéquation aussi, parce que les mondes ont changé très très rapidement sur les 20 dernières années. Il y a une chose qui est très importante et qui n'existait pas encore dans les années même 90 et qui s'est amplifiée, qui s'est développée encore plus sur les dernières années, et c'est pas fini, c'est de mettre en place un moyen communicationnel pour les marques, mais qui va générer une conversation avec les individus. On est passé dans une logique conversationnelle systématique. Le conversationnel, c'est donner la possibilité à un utilisateur de donner son avis en permanence sur tout. Et donc, les marques aujourd'hui ne peuvent plus se départir de ce sujet-là, et elles sont dans l'obligation de le faire. Parce que si elles ne le font pas, elles rompent le dialogue, elles rompent la conversation, et s'il n'y a pas de conversation, il n'y a pas d'entente, il n'y a pas de consommation, il n'y a pas de vente, pas de chiffre d'affaires, pas de bénéfices, etc., etc., etc. Bon, est-ce que je peux te demander quelque chose, François-Xavier? Je ne sais pas. Bon. Est-ce que tu peux me faire confiance quelques secondes, c'est-à-dire de fermer les yeux et de me donner ta main, je vais mettre quelque chose dans ta main. Je te demande de la refermer. Tu peux ouvrir les yeux. Regarde ce que tu as dans ta main. Tu sais ce que c'est? Pas du tout. C'est l'œil d'Agamotto, de Doctor Strange. À l'intérieur, il y a la paire de temps qui permet de retourner 30 ans en arrière. Qu'est-ce que tu dirais au toi d'il y a 30 ans?
je lui dirais assume tes passions pleinement. Parce qu'aujourd'hui, la passion, c'est ce qui va faire en sorte que tu vas traverser les murs, tu vas aller au-delà des limites, c'est ce qui te fait te lever le matin. Et rien n'empêche en fait quelqu'un de vivre sa passion en général. Donc il faut assumer ses passions, il faut aller jusqu'au bout. Et si on peut faire de son métier sa passion, c'est encore mieux. Eh bien écoute François-Xavier, merci beaucoup pour la qualité de tes réponses. Je vais te laisser le mot de la fin. C'est toi qui dis ce que tu veux pour la fin de la vidéo. Bon, écoute, là, là, tu me prends un peu de court. Ben, c'est le principe, c'est le principe. Le mot de la fin. Bah, assumez vos rêves. Voilà. Ok, bon, c'est en rapport avec ce que tu viens de dire, donc c'est impeccable. Bah, en tout cas, merci beaucoup. Je mettrai bien évidemment, comme je l'ai dit, le lien du livre pour ceux qui veulent aller l'acheter. Je vous le conseille fortement. Je ne sais même plus combien je l'ai payé, mais franchement, l'investissement, il est incroyable. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de notes qui ont été prises dessus. C'est un très très bon livre. Que vous aimiez ou non le rock, je tiens à le préciser. Moi, c'est pas que j'aime pas le rock, hein, c'est juste que je ne suis pas un professionnel du rock. Je ne connais pas beaucoup le rock, j'aime bien. Mais ça m'a vraiment beaucoup aidé sur plein de points de vue. Donc je vous invite à l'acheter. Puis si vous voulez le gagner, bah, vous écrivez en commentaire juste en dessous, vous faites un résumé de cette vidéo, attention à les danses, donc il va falloir être bon. Et puis le meilleur commentaire, bah, mon assistante, elle viendra le contacter pour lui envoyer pas n'importe quel livre, mon livre avec mes notes. Et surtout, ne soyez pas l'énième copie d'une copie, parce que sinon, vous allez vous transformer en photocopieur.